d'habitude, on va commencer par voir l'œuvre en question. C'est une chose d'ailleurs absolument prodigieuse, mais j'en suis sûr que vous le connaissez tous. Vous l'avez certainement vu au Louvre, une fois ou l'autre. C'est le fameux Saint-Sébastien d'Andrea Mantegna. Vous savez qu'il en a fait deux, l'un est à Vienne, l'autre est au Louvre. On les reconnaît l'un de l'autre en appelant celui-ci le Saint-Sébastien d'Aigues-Perse, pour des raisons que je vous expliquerai dans une seconde. Alors, j'ai pris ce tableau comme, si l'on voulait, emblème du peintre que j'ai choisi ce soir comme guide. En effet, ce soir, on va parler des instruments de la création, le temps retrouvé, c'est-à-dire ce fameux retour à l'Antiquité. Mantegna me paraît être par excellence le peintre tout désigné pour vous parler de cet amour presque obsessionnel pour l'Antiquité gréco-romaine. Je pense qu'il n'y a pas besoin de gloser, vous le voyez par vous-même, mais j'en parlerai quand même, ça va de soi. Donc j'ai choisi Andrea Mantegna comme guide, et ce tableau-là qui me paraît particulièrement révélateur parce que le Saint-Sébastien lui-même a presque l'allure d'un marbre grec. Regardez comme il est modelé, regardez la sécheresse de ce modelé. C'est de la pierre beaucoup plus que de la chair. C'est une souffrance de pierre beaucoup plus qu'une souffrance humaine. Mais en plus et surtout, le Saint-Sébastien s'inscrit dans un décor qui est l'exemple type de ce retour à l'antique tel que les peintres du XVe siècle, et Mantegna surtout, mais ici plus qu'ailleurs, l'ont célébré. Regardez qu'il s'appuie au reste d'un portique nettement corinthien. Regardez qu'à ses pieds, et même il repose lui-même comme sur un piédestal. À ses pieds donc il y a des architraves, des fragments de corniches romains. Et même, si vous pouvez voir à gauche, là, il y a le pied d'une statue colossale, vraisemblablement un César. Encore mieux, si vous avez de très bons yeux, regardez ici à droite, et vous verrez un arc de triomphe à l'antique, bien entendu, avec une sorte de très drôle de chose qui pourrait être une sorte de caprice sur le Colisée, si vous le voulez, une sorte d'hémicycle, lui aussi néoclassique, ou si vous préférez, marquant le retour au classicisme antique qui est si propre à Andrea Mantegna. Donc vraiment, toute l'œuvre, non seulement le décor, encore une fois, mais véritablement, toute l'œuvre témoigne de cet amour et surtout de cet intérêt pour l'antique. D'abord, quelques mots sur l'œuvre, comme je vous l'ai promis, je vais vous expliquer pourquoi on l'appelle Saint-Sébastien d'Aigues-Perse, puis ensuite quelques mots, naturellement, sur l'artiste, puisque ce soir, c'est presque une leçon monographique, si je puis dire. On part de Mantegna, on va extrapoler à droite et à gauche, et on reviendra, bien sûr, à la fin, à Mantegna. C'est vraiment notre guide ce soir. Alors, si le Saint-Sébastien que vous avez vu, qui est vraiment un des tout grands chefs-d'œuvre de la peinture renaissance du XVe siècle, s'appelle Saint-Sébastien d'Aigues-Perse, c'est tout simplement parce que c'est un cadeau de mariage. Il y avait une fois une charmante jeune fille, qui était, paraît-il, laide à faire peur, mais qui avait un père important, c'était le marquis Ludovic Gonzague. Elle s'appelait Chiara Gonzague. Elle était si laide qu'elle n'avait pas trouvé preneur en Italie. On l'avait donc mariée en France, ce qui était un peu moins bien, enfin pas si mal que ça, pour une Gonzague. Et elle avait épousé Gilbert de Bourbon-Montpensier. Gilbert de Bourbon-Montpensier avait un château tout près du petit village, de la petite ville de Aigues-Perse, et dans la corbeille de mariage figurait Ludovic Gonzague, le père étant un mécène et un amateur d'art ô combien, c'est lui qui a fait la gloire de Andrea Mantegna. Dans la corbeille de mariage, donc, il y avait le Saint-Sébastien qui est allé orner l'église paroissiale de Aigues-Perse. Et c'est beaucoup plus tard, à la fin du XIXe siècle seulement, que le tableau a été déposé de cet Aigues-Perse où personne ne le trouvait jamais, au Louvre, où il est maintenant l'un des fleurons, comme vous le savez sans doute, de la Grande Galerie. Donc c'est un cadeau de mariage, quand je pense qu'aujourd'hui il faut aller chez Noailles pour trouver j'aime mieux l'époque de Mantegna. Voilà, alors ça c'était simplement pour expliquer cette appellation de Aigues-Perse qui vous rappelle donc la véritable origine de ce tableau. C'était une œuvre de piété pour l'oratoire d'une Italienne, d'une Gonzague, en terre de France. Maintenant, comme je vous l'ai promis, quelques mots sur l'artiste lui-même, c'est-à-dire Andrea Mantegna. Très peu de choses à dire, parce que nous connaissons très bien, si vous le voulez, son caractère, sa vie presque quotidienne, mais par contre très mal sa biographie. Je veux dire par là,
Il y a eu tellement de témoignages, il y a eu tellement de compagnons, il y a eu tellement de commensaux autour d'Andrea Mantegna, que tous ceux-là se sont complus à nous raconter ce qu'ils faisaient jour après jour, je veux bien, comment ils réagissaient jour après jour, je veux bien encore, mais sans jamais nous dire vraiment ni quand exactement, ni pourquoi exactement. C'est une figure presque trop hors du temps pour que même ses contemporains l'aient mis dans le temps. Nous savons donc très très peu de choses sur ce livre, quand même. Nous savons qu'il est né à Isola di Cartura en 1431. Nous savons de façon presque certaine que son père était menuisier. Nous savons que la famille était misérable. Nous savons que ce rejeton, Andrea, a été quasiment donné par ses parents par hasard à un peintre, c'est-à-dire au notable du coin, qui, par hasard, je répète, était un grand peintre, c'était Squarcione. Squarcione était un grand peintre, malheureusement il était le maître de Mantegna, donc quand Mantegna est devenu un très grand peintre, on a du coup oublié, et à jamais ou presque, Squarcione. Vous voyez, il y a parfois comme ça des revers de filiation assez curieux. Squarcione reçoit cet enfant, l'adopte et le fait peintre. L'adopte et le fait peintre. C'est-à-dire que vraiment, il a été son père spirituel, point 1, presque son père effectif, disons-le bien, point 2, mais surtout, il était son père dans la carrière même de peintre. Et c'est allé merveilleusement vite, d'ailleurs, puisque en 1441, vous avez remarqué qu'il est né en 1431, en 1441, son nom figure pour la première fois dans la corporation des peintres de Padoue. Autrement dit, à 10 ans, il était naturellement pas peintre, il ne faut pas exagérer, mais assez élève peintre pour qu'on mette son nom dans la liste d'une grande commande officielle faite à la corporation des peintres de Padoue. La première des œuvres, appelons-la autographe, la première des œuvres créées par Andrea Mantegna date de 1450. Il avait donc 19 ans. Vous voyez quand même le terme d'enfant prodige, on hésitait quand il avait 10 ans, mais on n'hésite plus quand il a 19 ans. Le terme d'enfant prodige, il ne l'a pas volé, car cette œuvre autographe est absolument fabuleuse. Beaucoup d'entre vous, c'est sûr, la connaissent. C'est l'ensemble des fresques qui décorent la chapelle Ovetari de l'église des Eremitani à Padoue. Jusqu'à côté de Giotto, il y a cette fameuse église des Eremitani avec les fresques de Mantegna. Quand vous y retournerez, souvenez-vous qu'il avait 19 ans quand il a peint cet ensemble de fresques. Il est si remarqué par cet ensemble de fresques que vraiment sa gloire se répand très vite. Mais une gloire beaucoup plus verbale qu'effective, si vous le voulez. On dit qu'il y a un jeune génie à Padoue. On dit qu'il y a un dieu de la peinture à Padoue. Et à cette époque-là, vous savez, il y a une catégorie d'individus privilégiés qui ont une oreille à la traîne, ce sont les mécènes. Ce sont les grands princes de l'Italie. Pourquoi ? Parce que le mécénat, comme je vous l'ai dit déjà les semaines précédentes, le mécénat est une véritable compétition. C'est à qui aura les meilleurs, les plus étonnants, les plus inattendus des artistes qui soient. Et on se bat pour un artiste. On arrive maintenant, dans notre approche, presque à la fin du 15e, bientôt au début du 16e, et des batailles pour des artistes, vous en verrez, je vous en raconterai, c'est absolument extraordinaire. Donc, ce tout jeune génie, on en entend parler et on le demande à la cour. Ce on, c'est le marquis Ludovic Gonzague. Les Gonzague ont l'une des cours les plus éclairées de toute l'Italie, c'est la cour de Mantoue. Vous savez sans doute que sur le plan de la musique en particulier, la cour de Mantoue était d'une élévation à nulle autre pareille. Eh bien, le marquis Ludovic tient à ce que non seulement la musique, mais aussi les arts plastiques et notamment la peinture soient représentés. C'est donc de confiance, sans connaître, sans savoir, qu'il fait son premier contrat au jeune Andrea Mantegna. Et en 1460, Andrea Mantegna se fixe à Mantoue. Et il vivra à Mantoue pendant les 46 ans qu'il lui reste à vivre. Jusqu'en 1506, il ne quittera pas le poste de premier peintre de la chambre de Ludovic Gonzague. Il consacrera le temps qu'il faut au service des Gonzague, car je me permets de vous rappeler, mais vous le savez sans doute, le métier de peintre ordinaire n'est pas une sinécure. Il ne l'est pas à la Renaissance, il ne le sera pas plus au XVIIIe siècle encore. Vous savez, c'est un service permanent, car il faut peindre pour le marquis,
Il faut peindre les cadeaux que le marquis veut faire. Il faut peindre les différents rejetons du marquis, histoire de les marier. On en a encore à l'époque des échanges de portraits que vous connaissez sans doute. Ça encore, c'est le genre noble. Mais il faut peindre aussi les portants des grands bals de la cour. Il faut peindre les costumes pour les mascarades et les carousels, dont les mantouments sont extrêmement friands. Eh bien, Mantegna peindra, dessinera, gravera, lavera, brossera, fera tout ce qu'on lui dit pendant ces fameux 46 ans, au cours desquels il fera de Mantoue l'un des épicentres les plus extraordinaires de l'art. Et il est mort donc en 1506, pour être très exact, le 13 septembre 1506. Voilà très en gros ce qu'une biographie, tant soit peu sérieuse, pourrait vous dire d'Andrea Mantegna, et pas grand-chose de plus. Alors comme c'est un petit peu frustrant, pour apprendre à connaître ce personnage étonnant, on peut voir quand même les témoignages, c'est-à-dire justement tous ceux qui l'ont approché, mais sans parler vraiment de sa vie, en parlant plutôt de son caractère. Et on peut ajouter quelques touches qui vont un peu enrichir cette sèche à première approche que je vous proposais. Première des choses, tout le monde est unanime, Mantegna avait le pire des caractères possibles. Ce sale caractère ne se déclenchait que si l'artiste n'était pas entouré de perfection. Andrea Mantegna ne sut pas que la perfection. Il y a peut-être une explication à ça, certains d'entre vous la goûteront à son juste prix, les autres vont rigoler, mais tant pis. Il y a une explication peut-être à ça, il était vierge, ascendant vierge. Bref, il aimait la perfection. Première des choses, donc irascible lorsque tout n'était pas parfait. Que vous dire encore, parmi ces fameux témoignages, qu'il a fait un beau mariage, et ça c'est vrai, il a fait un beau mariage. Il a épousé une jeune fille qui s'appelait Nicolosa. Cette Nicolosa était la fille de Jacopo Bellini. Ça n'a l'air de rien, c'est très important, car je vous rappelle qu'à la Renaissance se crée le statut d'artiste, et surtout se crée, si vous le voulez, l'aura des génies. Les Bellini, la dynastie des Bellini, de Jacopo a Gentile, la dynastie des Bellini règne sur Venise. Ce sont des rois de la peinture, des pantocrators du beau. Une fille pour un pantocrator du beau est un atout qu'on ne distribue pas comme ça. L'avoir donné à ce jeune Andrea Mantegna prouve la foi et la confiance surtout que les Bellini ont témoigné à Andrea Mantegna. Ils lui ont donné leur fille. Et ainsi, Andrea Mantegna a été, si j'ose dire encore, piédestalé par cette union extrêmement brillante, disons-le bien. Que vous dire encore? Que les Gonzague ont toujours reconnu le génie de Mantegna, qu'ils l'ont épaulé, qu'ils l'ont appuyé et largement rétribué. Il a été certainement l'un des mieux payés des artistes de son temps. Il avait maison et atelier, il avait un train de domestique, c'est une évidence, chevaux, vraiment il était extrêmement gâté, parce qu'extrêmement reconnu par les Gonzague autour de lui. C'était un panier percé, parce que dès qu'il avait 3 sous, il courait les campagnes pour s'acheter un bout de statue, un morceau de frise, un bronze, 2 bronzes. Il a été, sa vie entière, un collectionneur absolument éperdu d'art antique. C'est en cela d'ailleurs qu'on peut aussi l'utiliser comme guide ce soir, car en effet, il a ouvert le premier musée privé d'art antique en Italie, ce qui est quand même assez extraordinaire. Sa collection, qui était gardée dans son atelier de Mantoue, Porta Ebreze, a été ouverte au public dès 1463, et on pouvait aller se générer dans le bain de ce beau en lequel il avait une foi absolue, le beau des antiques. Et il a formé donc le goût des Mantouans, mais aussi le goût d'une foule de pèlerins venus de droite et de gauche d'Italie et d'ailleurs pour voir l'une des plus prestigieuses collections qui soit. Dernière petite touche à ajouter, mais très très vite, les Gonzague l'avaient littéralement kidnappé et enfermé dans Mantoue. Il n'en a jamais souffert, il y était, croyez-moi, beaucoup trop bien, mais de temps en temps, il a quand même cédé à d'autres séductions. Il a cédé à d'autres séductions parce qu'il n'a pas pu faire autrement. La première de ces séductions, personne au monde ne pouvait dire non, même pas les Gonzague, puisque c'était le pape lui-même. 1908, ayant connu l'art de Mantegna, l'a fait venir au Vatican pour décorer sa chapelle privée.
Et on sait que les Gonzague ont piétiné pendant tout le temps où ont duré les travaux, parce qu'ils voulaient qu'on leur rende au plus vite leur artiste. On leur a rendu leur artiste. Et là, ils ont appris que ce que Mantegna avait de plus beau, là, c'était à Rome désormais. On était malade de tristesse. Vous ne verrez jamais cette chapelle. Pour la simple et bonne raison que, parfaitement intacte, parfaitement conservée, parfaitement admirée et adulée, au XVIIIe siècle, quand le goût a changé et que l'intellect des papes a baissé, au XVIIIe siècle, alors que les papes pariaient sur le néoclassicisme, on a fait détruire la chapelle d'Andrea Mantegna pour construire la grande galerie du musée Pio Chiaramonti et y mettre cette fameuse série des Césars que vous connaissez sans doute, le plus pétant, des ensembles d'antiques qu'on puisse voir au monde. Ça, au beau milieu de la chapelle de Mantegna, qui a été depuis lors, bien sûr, perdu à jamais. Innocent VIII est donc le premier séducteur d'Andrea Mantegna. Le deuxième, c'est une femme. Alors celle-là aussi, impossible de dire non. C'est pas une papesse, hein, aucun droit, appelons-le spirituel, mais elle a une telle volonté que c'est impossible de lui dire non, même pour les Gonzague. Cette femme-là, c'est Isabelle d'Este. Isabelle d'Este, en effet, a lutté pour obtenir une exclusivité sur Mantegna pendant 17 ans. Elle y est enfin parvenue. Elle lui a confié la direction du décor de son studiolo. Vous vous souvenez, depuis les Montefeld, que nous avons vu les semaines passées, qu'un studiolo, c'est le temple d'un palais, à proprement parler. Alors elle lui a confié la décoration de son studiolo. Mantegna s'est contenté de 3 tableaux seulement, et il est prestement ensuite rentré à Mantoue. Donc voilà, c'est quelques éléments qui sont un peu supplémentaires pour vous faire un peu connaître Andrea Mantegna. Si je me suis attardé peut-être plus que de raison, il y a une justification. Remarquez que c'est la première fois, on ne travaille pas dans la Renaissance ensemble depuis très longtemps, mais enfin, c'est la première fois tout de même que je peux vous parler d'un artiste qui n'est presque plus un homme, mais presque un demi-dieu. Si vous remarquez, tout le monde, depuis les premiers admirateurs, jusqu'au premier mécène des Gonzague, jusqu'à une Isabelle d'Este, et même jusqu'au pape Innocent VIII, tout le monde voit en Mantegna pas tout à fait un humain, plus que cela, une sorte d'être par lequel le beau parle. Autrement dit, avec Mantegna apparaît cette fameuse notion qui, à vous et à moi, est quotidienne, la notion de génie, mais qui était très nouvelle en ce début de la Renaissance où nous sommes encore. Le génie, c'est cet être privilégié qui est habité par une force supérieure qui lui permet de contempler le beau avec un grand B, le beau à la Platon, si vous voulez, le beau platonicien, mais surtout de le restituer par le biais de l'art que Dieu lui a donné. Andrea Mantegna par la peinture. Alors cette fameuse notion de génie qui aujourd'hui au XXe siècle est complètement galvaudée, tout le monde est un génie, même Annie Cordy. Bon, bien. Cette notion-là est révolutionnaire, car n'oubliez pas qu'on sort de près de 15 000 ans de tradition occidentale dans laquelle l'artiste était un artisan corporatif. Combien de siècles et combien de millénaires d'anonymat, même pour les œuvres les plus belles. Combien de siècles et combien de millénaires. Alors c'est une révolution totale dans l'éthique artistique que la découverte et surtout que la promotion de cette fameuse notion de génie. Eh bien, disons bien pour conclure cette approche et cette biographie qu'Andrea Mantegna est l'un des premiers génies reconnus à la Renaissance. Cela dit, c'est le moment que je commence à vous le prouver. Alors j'aimerais vous montrer maintenant une série de Andrea Mantegna que j'ai choisi, si j'ose dire, montante, de façon à ce qu'on culmine vraiment dans le génial et presque dans le divin. Premier volet, si vous permettez, parce qu'on va y aller volet par volet. Premier volet, Andrea Mantegna, peintre de la Renaissance. Je voulais simplement vous montrer par quelques tableaux qu'Andrea Mantegna est un peintre, comme tous les peintres de la Renaissance. Il a fait comme il se doit les portraits de ses patrons, il a fait comme il se doit les tableaux de dévotion de ses patrons. Ici, par exemple, ce très beau portrait du début, vous montrant un des membres de la famille Gonzague, non identifié de façon absolument exacte, mais de toute façon un adolescent devenu, comme vous pouvez le voir, prélat. Vous me direz que ça c'est une clé suffisante.
Non, parce qu'il y a eu tellement d'adolescents très là au XVe siècle que ce Gonzague-là, même par les plus grands spécialistes, n'a pas encore été totalement identifié. Andrea Mantegna donc était portraitiste et tout au long de sa carrière, voilà un portrait de la maturité, c'est d'ailleurs une chose absolument sublime, c'est le portrait du cardinal Carlo de Médicis. Tout au long de sa carrière, donc, il a multiplié ses portraits, dans lesquels se fait déjà voir, si vous remarquez, ce sens très sculptural du modelé. Vous remarquez, je pense, vous avez déjà vu dans Saint-Sébastien d'Expert, vous allez retrouver de tableau en tableau, ce qu'on a appelé au XIXe siècle, à une époque où on adorait les choses très souples et très fluides, à une époque où on adorait Raphaël, Luini et tous ces peintres-là, on appelait ça la sécheresse de cœur de Mantegna. C'est pas vrai. C'est une façon d'aborder les plans, c'est une façon d'aborder le modelé avec un pinceau tellement incisif qu'en fait il rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, presque la matière d'une sculpture. C'est très subtil, je trouve, dans cette œuvre-là. Donc, je reviens à Andrea Mantegna, peintre de la Renaissance, tout simplement. Il a fait donc des portraits, vous venez d'en voir deux, et il a fait aussi abondamment d'ailleurs de ces fameuses images de piété dont je vous parlais tout à l'heure, notamment des séries de saints, comme celui que vous avez sous les yeux, un Saint-Marc, superbe d'ailleurs, très vénitien, enfin j'ai pas le temps d'entrer dans trop de détails, mais enfin il y a un jeu du vénitianisme qui est très net au moment de ses fiançailles et de son mariage. Il joue le jeu des Bellini, d'ailleurs avec beaucoup d'assister. Alors la guirlande de fruits et de fleurs, cette petite nature morte au premier plan, c'est très Venise, hein. Alors, par là même, il s'introduit admirablement dans le grand courant officiel de la peinture. Mais enfin, des tableaux de pièces, et vous disais, des saints, mais aussi et surtout, ce qui est quand même l'iconographie du XVe siècle, des vierges à l'enfant, des madones à l'enfant. Alors ça, on en connaît aussi une série, celle-là par exemple, qui à mon avis est sublime, en fait c'est une présentation au temple dont vous voyez un détail, conservé au musée de Berlin aujourd'hui, une vierge qui est l'une de ces premières vierges complètement évanescentes de la Renaissance, au fond. Bien avant les Lippi, bien avant, disons, les vierges idéales dans Botticelli et plus tard dans Léonard de Vinci, Mantegna est l'un des premiers à avoir complètement transcendé l'humanité de la Vierge pour en faire véritablement une sorte d'emblème presque floral, si vous le voulez. Je vous en montre du coup une autre, aussi à Berlin, à mon avis encore plus extraordinaire, de cette vierge veillant sur le sommeil de l'enfant, une vierge beaucoup plus douloureuse, comme si elle sentait déjà le destin du Christ, et comme si elle vivait déjà une sorte de piéta avant la lettre, cette vierge prophétique, donc presque en camailleux, est certainement l'une des plus belles dans la grande carrière de Mantegna. Donc, simplement pour finir ce premier volet, un peintre dont l'iconographie, dont les devoirs, dont les commandes ont été ceux et celles de tous les peintres de la Renaissance. Volet numéro 2, continuons tout de suite. Oui, mais ce peintre, inscrit dans le courant de la Renaissance, était plus qu'un peintre de la Renaissance. C'était un prodige de la Renaissance. Et je vous l'ai dit, la première œuvre signée, il avait 19 ans. Et ben voilà. Vous avez sous les yeux un des fragments de la vie de Saint-Christophe, telle qu'elle est racontée dans la chapelle Ovetari des Eremitani de Padoue. Vous allez me dire, c'est pas bien beau. C'est pas bien beau, non, parce que c'est complètement refait. Ça a été d'ailleurs le plus fabuleux travail de patience jamais entrepris par l'école italienne de restauration. Vous savez peut-être que Padoue a subi les bombardements en 1944, que, par hasard et par inadvertance, les Eremitani ont reçu 2 bombes, et surtout que la première de ces bombes est arrivée au milieu de la chapelle Ovetari. L'œuvre était littéralement réduite en poudre. Grâce à des documents préexistants, on a pu retrouver les morceaux et recréer, non pas l'original, je n'irai pas jusque-là. Ce que vous voyez est photographe, c'est une évidence. On n'a pas pu redonner le brillant de l'original, on a donné ce qu'on a pu après destruction, pulvérisation et surtout incendie de l'ensemble. Mais néanmoins, regardez, et pensez que l'artiste avait 19 ans, je crois qu'on ne dira jamais assez, regardez la beauté et l'habileté d'ailleurs de ce décor, regardez la régularité de cette grande tribune que vous avez au centre, régularité qui est pourtant comme rompue par cette colonne qui, au premier plan, vient diviser la composition en 2 moitiés. Regardez, vous qui êtes habitués depuis la semaine passée, l'habileté de la perspective avec cette sorte de grande treille qui traverse toute la composition.
Regardez les personnages à la fois hiératiques et pourtant passionnés. Vous avez une œuvre qui est déjà d'une étourdissante maturité. Voilà pourquoi je me permets de dire Mantegna, le prodige. Il y a du prodige chez lui. Ça, c'est un détail de la partie de droite, avec le corps du saint ramené par les fidèles. Mais de nouveau, regardez les ouvertures sur le paysage, regardez ce jeu serré de colonnes, regardez les attitudes elles-mêmes. Nous aurons, avec Mantegna, affaire à une véritable révélation et même un révélateur de la peinture à proprement parler. Puis ensuite, troisième volet, si vous voulez bien, Andrea Mantegna, le génie. On a vu le peintre de la Renaissance, le prodige, et maintenant le génie, c'est-à-dire celui qui mérite cette forme de définition héroïque du statut d'artiste, tel que, en fait, il l'a suscité tout au long de sa vie. Alors, quelques œuvres, nous en verrons d'autres, car nous reviendrons à Andrea Mantegna, quelques œuvres dans lesquelles, vraiment, son originalité, mais en même temps, disons, cette force créative prodigieuse se marque. Ici, une adoration des bergers, qui se trouve aujourd'hui au Metropolitan à New York, étonnante car vous voyez qu'elle est pyramidale de construction, mais une pyramide extraordinairement ouverte, extraordinairement ébrasée, si vous le voulez, partant en fait des mains jointes de la Vierge, suivant le dos des bergers pour la partie de droite, partant les mains jointes de la Vierge et suivant le sommeil de Joseph sur la gauche ici. Donc une pyramide très apaisée, si vous voulez, presque un horizon en forme de pyramide, ce qui donne toute sa quiétude à l'ensemble, toute sa quiétude au sommeil de l'enfant. Et pour contrebalancer cette quiétude, ce calme, alors Mantegna s'est amusé à tourmenter le paysage à l'extrême avec ses contreforts rocheux, ses gorges, plus loin et là-bas au fond, ses collines, voire même ses montagnes, cet horizon nuageux. Donc il y a vraiment, si vous voulez, on peut dire le plaquage, la rencontre de deux tons admirablement consentis, la géométrie intérieure du tableau qui appelle à une extraordinaire paix et à un extraordinaire silence, et en même temps la tourmente de tout le paysage qui lui sert de support et qui au contraire est presque d'un romantisme échevelé. C'est une œuvre, là encore, début du génie de Mantegna, mais c'est une chose superbe déjà. Encore plus génial, le détail que vous avez sous les yeux maintenant, c'est le détail du détail d'un détail, plus exactement. Nous verrons tout à l'heure, parce que nous y reviendrons, l'une des œuvres clés d'Andrea Mantegna. C'est un grand polyptyque qu'il a peint pour Saint Zénon de Vérone. Nous y verrons une sainte conversation, et on reviendra sur le thème de ces saintes conversations. Comme il se doit, ce politique reposait sur une planche décorée qu'on appelle, vous le savez bien, prédelle. La prédelle était divisée en un certain nombre de scènes, support de l'ensemble. Cette prédelle a été depuis bien longtemps enlevée du tableau, cassée en morceaux et distribuée dans différents musées. La résurrection se trouve aujourd'hui, par la grâce de Bonaparte, au musée de Tours. Et vous avez certainement l'un des Christ héroïques les plus étonnants qui soit. Regardez, combien de résurrections connaissez-vous où le Christ comme un souffle s'envole vers les cieux de son Père? Regardez celui-là. C'est Alexandre le Grand conquérant l'Égypte. Vous avez vu la force du pied qu'il appuie sur le bord du tombeau. Regardez la façon dont tout le corps est cambré. Regardez cette musculature qui est glorieuse en fait. Et vous avez un Christ en résurrection qui est presque aussi étourdissant que le sera plus tard le Christ de la Sixtine de Michel-Ange. Donc il y a non seulement un morceau de peinture superbe sur le simple plan du métier de peintre, mais il y a surtout une nouveauté d'approche dans le mystère christique qui est étonnante. Ça n'est plus le Christ qui subit sa résurrection en même temps comme sucé par l'infini, mais c'est véritablement ce qui met le pied dans l'éternité avec une forme de volonté héroïque que personnellement je trouve absolument géniale. Troisième exemple du génie de Andrea Mantegna, une toile en celle-là très célèbre, elle est au Prado aujourd'hui, montrant la mort de la Vierge. Vous avez le lit, vous avez le cadavre de la Vierge, vous avez autour tous les personnages qui ont assisté et assistent encore à la tourmente de la Vierge, c'est une chose. Ce que je trouve personnellement extraordinaire dans cette œuvre-là, c'est le paysage. Regardez encore l'audace de cette incroyable jetée en diagonale qui vient littéralement déséquilibrer toute la composition. Tout jusque-là était axé sur les verticales et sur les horizontales.
La Vierge occupe les horizontales, les vivants, c'est-à-dire ses saints, occupent les verticales, et c'est tout. Mais dans le paysage, Andrea Mantegna s'offre une sorte d'incroyable diagonale qui devient si prégnante à l'œil que c'est presque comme un doigt de Dieu, si vous le voulez, presque comme l'expression d'un dynamisme divin, en tout cas, qui vient, au fond, déranger, perturber la belle ordonnance classique de cette composition. Là encore, une audace architecturale étourdissante. Mais vous n'avez encore rien vu, ou plus exactement ce que vous allez voir, vous l'avez tellement vu que ce n'est qu'un rappel. Voilà certainement l'œuvre la plus géniale de Andrea Mantegna, si géniale d'ailleurs qu'elle a fait à la fois un scandale monumental, mais qu'en même temps elle était l'objet d'une ferveur monumentale, c'est le fameux Christ mort aujourd'hui à Milan, à la Brera. Alors, jamais jusqu'alors on n'avait osé un Christ comme cela. On avait osé des raccourcis comme ça, oui, Uccello déjà. Si vous vous souvenez de la bataille de San Romano, il y a un fameux petit soldat sous les sabots des chevaux qui est à peu près comme cela. C'est celui que l'historien d'art anglais Kenneth Clark appelait le petit soldat mort au service de la perspective. C'est d'ailleurs très joli. Mantegna reprend, je ne dis pas à la lettre, la figure de Paolo Uccello, bien entendu, il l'exalte encore, enfin, il reprend un procédé de raccourci qui était presque dans les mœurs à cette époque-là, mais il l'applique à ce format très étrange, c'est un tableau tout en horizontal, si vous le voulez, dans lequel le Christ est comme une verticale sacrifiée. C'est-à-dire que vraiment, tout le poids de l'horizontale, du format même du tableau, pèse sur le raccourci du Christ. Et du coup, ce raccourci devient d'un expressionnisme presque insoutenable. En plus de cela, il y a des éléments insoutenables, évidemment, dans ce tableau, c'est la raison du scandale. Personne jusqu'alors n'avait osé nous montrer les pieds du Christ comme preuve de sa sainteté. Or, si vous voyez bien, c'est bel et bien les plantes de pieds mutilées par les clous du Christ que Mantegna met au premier plan de sa composition. Donc il y a vraiment là une forme de coup d'audace encore qui, alors, a déclenché cette forme de double tollé d'enthousiasme du côté des artistes, mais en même temps d'angoisse du côté des puristes, surtout de ceux qui tenaient à une iconographie chrétienne, assagie comme la tradition médiévale nous y avait habitués. Voilà donc une première, gradation de ce Andrea Mantegna, depuis les œuvres convenues que sont les portraits et les vierges, jusqu'à des coups d'éclat absolument divins, comme le Christ mort, ou comme la mort de la Vierge, ou comme le Christ de la résurrection, pour lequel j'avoue avoir une tendresse particulière. Ça nous fait déjà donc 3 paliers d'approche de Mantegna que nous avons vus. Il ne reste plus que le 4e, c'est-à-dire ce déclencheur d'un génie complémentaire que sera l'Antiquité. Donc nous abordons dans la 4e partie Mantegna et l'Antiquité. Alors pour l'aborder, comme le phénomène est grave, si vous le voulez, important, si vous le préférez, je vais simplement vous parler de la Renaissance et l'Antiquité. Nous allons étudier un peu comment les hommes de la Renaissance ont abordé l'Antique, pourquoi, qu'est-ce qu'ils y cherchaient, qu'est-ce qu'ils y ont trouvé. Puis ensuite, nous reviendrons, et ce sera la fin de la conférence, à ce que sur Mantegna, l'Antiquité a pu apporter, et surtout ce qu'elle a pu faire germer en lui. Mantegna est en effet un représentant, mais parmi des milliers d'autres, de cette espèce de fièvre de l'antique qui traverse tout le XVe, tout le XVIe et disons bien encore une bonne partie du XVIIe siècle. C'est donc un phénomène nouveau d'une telle importance qu'il faut un peu en parler. Par fièvre de l'antique, j'entends bien ceci. Après des siècles et des siècles pendant lesquels l'art a toujours été un art contemporain, c'est-à-dire basé, si vous le voulez, sur les normes, sur les lois et sur le décalogue de sa propre esthétique, après donc avoir pratiqué un art contemporain pendant des siècles, l'homme soudain a découvert que ses racines pouvaient le reporter bien en avant dans le temps, et qu'il pouvait trouver dans ses racines mêmes de quoi tremper sa contemporanéité. Enfin, vous m'avez compris, quoi. Alors, si je jésuitise autour de cette notion, c'est pour la raison suivante. Trop souvent, on essaye de nous faire croire que la Renaissance a copié l'art gréco-romain, point. Rien n'est plus faux. La Renaissance a cherché dans l'art gréco-romain, ou si vous préférez dans l'art antique, de quoi créer un art de demain. Ça n'est jamais de la copie,
Ça n'est jamais une reprise nostalgique, c'est simplement le besoin de retrouver à l'origine la racine du génie humain pour faire pousser de nouveaux rameaux. C'est un art prospectif que cet art qui tourne autour de l'antique, c'est pas un art passéiste. Lorsque les gens du XVIIIe et Canova en particulier reprendront l'art antique et copieront l'art antique, ils se borneront à copier l'art antique. D'où la froideur extrême et presque morbide de leur œuvre. Ils ressuscitent des cadavres, mais les cadavres ont à peine à respirer. Tandis que lorsqu'un homme de la Renaissance étudie l'antique, je vous rappelle, c'est pour le transmettre à demain, pour lui donner une vie qui sera celle de demain, c'est-à-dire pour créer une esthétique prospective. C'est jamais du passéisme, c'est au contraire et presque toujours de la futurologie. Bon, alors, de quand est-ce que ça date? De beaucoup plus tôt que vous croyez. Et savez-vous qui est le premier à avoir dit: pour que l'homme devienne sage, il devrait voir ce qu'ont fait ses ancêtres et il apprendrait à devenir mieux, ou si vous préférez, à devenir meilleur. Et un tout petit peu plus loin, développement d'aménité, la ville de Rome a été une belle ville sous les Césars. Si on retrouvait, et si on apprenait à goûter, si on étudiait ces beautés du temps des Césars, on ferait de Rome une grande ville, et non pas ce substrat anarchique qu'on nous fait de nos jours. De qui est-ce que c'est très mal traduit, c'est même pas une traduction, c'est une interprétation. De qui est-ce que c'est? De Dante. C'est assez étonnant d'apprendre, je suis sûr que pour la majorité vous l'apprenez, que Dante a été le premier à chanter le retour à l'antique. Naturellement pas dans la Divine Comédie, mais dans cette œuvre beaucoup plus engagée qu'est le banquet, le convivio de Dante. Dans le convivio, Dante venait ou presque d'être exilé. Il commençait cette fameuse vie de déchéance qui l'amènera à l'oubli total, comme vous le savez sans doute. C'était avec beaucoup d'amertume donc qu'il abordait ses contemporains. D'où peut-être, pour lui, ce besoin de dire « les morts ont raison alors que les vivants ont tort ». Il a trop subi de la part des vivants, donc il se réfugie dans le monde des morts, mais il demeure en 1304 le premier à avoir conseillé et célébré surtout un retour à l'antique. Dans la période qui nous intéresse, vous me permettez, après avoir rendu un petit hommage à Dante, parce que c'est le père de la Renaissance, du coup, vous me permettez de venir alors à l'époque officielle, c'est-à-dire 15e siècle. Et je vous apprendrai peut-être pas que les premiers à avoir célébré la Renaissance après Dante, ce sont les papes. Les plus grands anticomanes ont toujours été des papes. Les plus grands collectionneurs d'antiques ont toujours été des satellites des papes, des cardinaux, des princes de l'Église. Mais c'est très curieux de voir que le retour à l'art antique, qui pourrait être considéré comme un retour au paganisme, quand Canova s'est mis à faire Pauline Borghese en dame romaine, il y a eu des quantités d'abbés de cour qui ont hurlé en disant qu'est-ce que c'est que cette idole païenne. Au XVe siècle, on admettait parfaitement que Botticelli fasse une vierge qui ressemble à Terpsichore ou à Melpomène. Les mentalités ont changé, enfin. Toujours est-il donc que les papes ont été ceux qui ont vraiment promu ce retour aux sources antiques. Le premier d'entre eux, c'est Nicolas V, au beau milieu du XVe, puisque, vous le savez sans doute, il occupe le trône de Saint-Pierre de 1447 à 1455. 47 à 55, c'est juste le moment charnière de notre Renaissance. Nicolas V est donc le premier amateur d'antique, et surtout le premier à promulguer une loi de protection des biens culturels, c'est-à-dire de protection du patrimoine et du passé. Vous savez qu'à cette époque-là, à Rome, on démolissait tout, on sciait tout, on détruisait tout, on faisait n'importe quoi avec n'importe quoi. Des temples, des quartiers entiers antiques avaient passé à la moulinette d'un urbanisme anarchique, c'est vrai. Nicolas V qui met bon ordre en interdisant la destruction et la mutilation de toute œuvre antique. Par là même, il fait œuvre d'antiquaire. Je vous rappelle que le mot antiquaire jusqu'au XIXe siècle voulait dire archéologue. L'histoire s'est fait après. Après Nicolas V, et même juste après Nicolas V, son successeur presque immédiat, Pie II, a été lui aussi un gigantesque amateur d'antiquité. Pie II, vous le connaissez sans doute, pour quand même une des figures du trône de Saint-Pierre les plus célébrées, et à juste titre.
Pie II était un grand homme qui souffrait d'un grand mal. Il avait la goutte. Voilà pourquoi on le traînait en chaise à porteur sans cesse. Eh bien, cet homme-là s'est tapé Naples, Paestum, le lac Trasimène, la remontée jusqu'aux sources du Pô, toujours en chaise à porteur, car il ne supportait aucun autre moyen de locomotion pour le seul plaisir de retrouver les lieux de son antiquité bien-aimée. Il est allé les chercher partout. Le lieu où est né Virgile, le lieu où la Sibylle de Tibur prophétisait, le lieu de naissance de Cicéron, n'importe quoi pourvu que ça remette en vie ce passé antique pour lequel le pape avait un goût véritablement immodéré. Ça lui a d'ailleurs fait faire de drôles de choses. Vous savez peut-être, parce que je crois que c'est assez célèbre, que juste après la fameuse guerre de Naples, quand le pape a été appelé à, au fond, comment dire ça, juger des partis qui avaient été mis en présence, le pape a puni tout le monde, alors tout le monde, jetant des anathèmes foudroyants comme seul Pie II savait les jeter, sauf les Arpinax. Pourquoi pas? Parce qu'ils étaient des compatriotes de Cicéron. Amnistie à tous les Arpinax, simplement parce que Cicéron était né dans leur maison. Alors ça, c'est du néoclassicisme, je ne sais plus de quoi je parle, vous voyez. Alors, Pie II, donc, a fait énormément. Et puis, alors, sitôt après, c'est la prise en main, après les papes, par les cardinaux, après les cardinaux, par les princes, après les princes, par les grands mécènes. On draine partout, on entretient les fouilles, on trouve, on découvre, on collectionne, on met dans ses palais, on fait arranger par ses artistes et décorateurs, on fait venir des humanistes qui écrivent des œuvres sur les œuvres, les amis humanistes font venir leurs copains artistes qui peignent d'après la poésie qui vient d'être faite un tableau élégiaque, et au fond, naît ce phénomène d'une remise à l'actualité des temps archaïens de la Grèce et de Rome. Autrement dit, un peu grâce à Nicolas V, beaucoup grâce à Pie II, énormément par la grâce de ceux qui entouraient la cour de Rome, la Renaissance a trouvé son véritable visage, c'est ce visage gréco-romain, ou si vous le préférez, c'est ce visage atlantique qu'elle va conserver jusqu'à la période baroque. Au fond, l'art occidental trouve maintenant cette forme d'assise qui sera la sienne jusqu'au jour où un nouveau pape, qui s'appellera Sixte Quint, accompagné d'un nouvel architecte qui s'appellera le Bernin, rejettera l'antique dans le magasin des accessoires pour inventer un art moderne qu'on appelle le baroque, mais ça nous le verrons l'automne prochain. Toujours est-il qu'après vous avoir raconté tout cela, de Dante au prince Mécène, il est peut-être temps que je vous montre quelques éléments. Alors, je vous rappelle, on fouille beaucoup, on fouille partout. Et c'est l'époque où, à Rome, près de Rome, dans les résidences satellites de Rome, naturellement de période romaine, mais aussi beaucoup plus loin, à Ostie, mais aussi beaucoup plus loin, jusqu'à Naples, jusqu'au fin fond du nord de l'Italie, on fait des trous dans les champs de betteraves pour en ressortir les statues antiques que les paysans vendent très bien, que les artistes défendent très bien et que les mécènes possèdent très bien. C'est l'époque où en fait se sont amassés dans les grandes galeries et dans les grands musées les plus beaux spécimens d'œuvres antiques, comme par exemple cette excellente copie romaine de l'Apollon du Belvédère que vous avez sous les yeux, ou encore voilà, cette très belle variation est aussi romaine sur l'Hermès de Praxitèle. Je vous signale que toutes les œuvres que je vous montre appartiennent au musée Pino Clementino à Rome, c'est-à-dire à un musée papal par excellence. Ce sont donc des œuvres achetées ou léguées au grand pape de la Renaissance et en tout cas retrouvées dans la période qui nous intéresse. L'Apollon du Belvédère, l'Hermès de Praxitèle. Ici, très bonne copie romaine et surtout en merveilleux état de conservation de l'Ariane endormie. Je vous montre ces œuvres, vous les connaissez pourtant, mais simplement elles vont nous servir de support pour ensuite voir ce qu'en ont fait, bien sûr, les artistes de la Renaissance. Surtout, découvert, vous le savez, au tout début du XVIe siècle, l'antique le plus fameux, le Laocoon. Admiré et célébré par tous les artistes, de Michel-Ange à Berlin tout au monde. Et encore,
l'œuvre la plus admirée, l'œuvre la plus célébrée, l'œuvre la plus étudiée, d'ailleurs cela jusqu'à aujourd'hui, mais en tout cas jusqu'au XVIIIe siècle, le fameux torse du Belvédère, dans lequel nombre d'artistes, et notamment Michel-Ange, prendront la base même de leur esthétique. Je vous montrerai peut-être cette vision un tout petit peu moins célébrée de ce torse du Belvédère avec ce dos merveilleusement puissant que vous avez ici. Alors, j'imagine que c'est pas seulement 4 ou 5 heures comme celle que vous venez de voir, mais des centaines et bientôt des milliers que l'on exhume de partout en Italie, que l'on réinstalle dans les résidences modernes, contemporaines, des princes, des cardinaux et des mécènes. C'est cela donc que les jeunes artistes vont voir. Et naturellement, ils apprennent à les croquer, ils apprennent à les dessiner. Francesco Di Giorgio, souvenez-vous de ce dessin, je vous le resserre toutes les semaines, je vous promets, c'est la dernière fois. Mais regardez ce dessin, regardez le personnage, c'est absolument la position, c'est aussi absolument le canon de l'art que vous venez de voir. Alors voilà un dessin qui, une fois de plus, prend tout son sel et toute sa portée, un corps humain, mais surtout un corps humain selon les normes de l'antique, devient en fait les normes de l'Église chrétienne, sa fameuse Église idéale dont je vous ai parlé déjà. Autre exemple, ils sont classés un peu chronologiquement, si vous voulez. Ce dessin, à mon avis, personnellement, je trouve merveilleux. Jacopo de Barbari, vous avez ici une étude mythologique, c'est-à-dire un Apollon. Tirant de l'arc, là encore, regardez le corps, là, bon. Permettez-moi juste de faire un petit, comment dire ça, incidente. Des corps comme ça, vous êtes évidemment habitués. Je veux dire par là, vous connaissez la Renaissance, vous connaissez le baroque, vous connaissez le néoclassicisme. Mais n'oubliez pas qu'à l'époque, on sortait de siècles et de siècles de représentations conventionnelles du corps. Le corps était une utilité pour l'iconographie des artistes. Regardez maintenant la passion avec laquelle on l'étudie. Regardez la passion avec laquelle on le charpente, on le muscle, on le modèle, la passion avec laquelle on fait alterner lumière et ombre. Tout cela est une nouveauté qui ne peut pas vous apparaître, mais on va essayer que ça vous apparaisse un peu. D'autres œuvres encore, oh là c'est quand même drôle, avouez que c'est le Laocoon tout simplement. Ben oui, c'est un dessin de Bandinelli quand il avait 17 ans. Ben voilà exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Il fut un jour où un très jeune artiste de 17 ans a vu ce Laocoon, il l'a dessiné, et voilà ce que cela donne. Et puis après, bien entendu, il en inclura le souffle dans d'autres compositions. Autre dessin ici, là aussi avec toute une tension du corps qui est très proche, avouez, du torse du Belvédère, c'est un dessin de Pontormo. Ou encore ici, admirable, parce que ça encore, c'est l'Apollon du Belvédère, absolument, ces 2 études de corps de Beccafumi. Autrement dit, vraiment, tout l'apprentissage, toute l'étude, si vous voulez, toute l'attention que portent ces jeunes artistes aux découvertes d'un art, pour eux déjà plus que millénaire, les amène à réinventer tout ce langage du corps dont les artistes, jusqu'à un Cesari, ça c'est un dessin de Cesari, traduiront les effets pour un art dont je répète qu'il est un art moderne. Ça ne sont pas, vous l'avez bien vu, j'espère, des copies d'après l'antique, mais c'est simplement des modulations sur une sorte de syntaxe antique, mais de façon à créer, au fond, un vocabulaire moderne. Voilà donc pour, appelons cela, l'incidence de la sculpture sur la culture du XVe et XVIe siècle. Mais il n'y a pas que la sculpture antique qui ait inspiré les artistes. Alors tout ce qui était signé du sceau de l'antique, ils se sont mis à le traquer. Et ils se sont sensibilisés aussi à l'architecture antique. Grâce à Nicolas V, dont je vous parlais tout à l'heure, les vestiges de l'Antiquité bénéficiant d'une forme de protection plus qu'officielle, presque divine, puisque le pape lui-même les parrainait, ces centres archéologiques, qui étaient donc les sites antiques, ont été sillonnés par les jeunes artistes qui y ont trouvé, eux aussi, les racines d'un nouveau beau. Alors, le monumentalisme d'un ensemble comme le Colisée va énormément marquer les architectes de la période Renaissance, maniériste et baroque. L'usage de ces grands portiques hémicirculaires, comme celui qui entoure le Colisée, va frapper les imaginations au point que les résidences du XVe et du XVIe siècle vont très souvent comporter, elles aussi, ces portiques abrités en hémicycle qui donnent une noblesse de proportion aux
aux ensembles palatiaux absolument inégalables. Jusqu'à un Berlin, si vous voulez, la colonnade qui précède Saint-Pierre est une sorte de démarcation de l'admirable portique du Colisée que vous avez sous les yeux, avec toutes ces séries de plans dans lesquels entre la lumière, repoussant, si vous le voulez, chaque fois un espace illusionniste plus loin, beaucoup frappé les imaginations. Ou encore, une œuvre comme le Panthéon, ces fameuses coupoles à caissons du Panthéon vont là encore stupéfier les jeunes artistes et vous allez les trouver inutiles de dire. Je veux dire par là que ce jeu rythmique des grands caissons aux petits caissons de couverture donne une élévation à la coupole et lui donne une majesté qu'il vaut la peine d'essayer de traduire, et ils seront nombreux à les traduire. L'utilisation au beau centre du Panthéon de ce qu'on appelle un impluvium, c'est-à-dire ce fameux grand trou rond par lequel il pleuvait, mais aussi et surtout lorsqu'il ne pleut pas, la distribution du soleil et de l'ombre, c'est-à-dire le disque de cet impluvium se promenant le long des galeries du Panthéon, va aussi beaucoup frapper. C'est un effet scénique absolument saisissant, et nombre d'architectes, surtout de la période maniériste, réutiliseront cette sorte de spot dans leur architecture qu'est l'antique impluvium. Puis quand il fait un peu gris et qu'on voit tout comme ici, eh bien, la succession de ces baies ouvertes et de ces méthodes aveugles va aussi beaucoup par sa régularité et du coup par son rythme et du coup par sa majesté frapper les imaginations. Et je pense que vous avez déjà vu se profiler dans votre œil sur ces œuvres antiques que je viens de vous montrer, nombre d'édifices que vous connaissez sous des signatures que vous connaissez, que ce soit les travaux d'architecture d'un Michel-Ange, que ce soit les dessins d'architecture d'un Raphaël ou d'un Vinci, ou que ce soit des œuvres de Brabant, de Vignol ou de bien d'autres, vous pouvez voir combien ils sont tributaires et ce qu'ils doivent à l'architecture antique. Mais encore une fois, jamais en la copiant, simplement en l'interprétant. De même, l'utilisation dans l'architecture des éléments décoratifs extrêmement ciselés comme ce bord d'arc de triomphe que vous avez là sera copiée. L'utilisation de la sculpture dans l'architecture sera copiée aussi. Pensez à un Donatello, par exemple, pensez même à un Luca della Robbia, si vous le voulez. Au fond, toutes ces ressources de l'art antique vont devenir les ressources d'un art contemporain parfaitement d'actualité. Alors, comme tout à l'heure, je vous avais montré des sculptures antiques et à la suite des dessins modernes, je vous ai montré maintenant des architectures antiques empruntées au Colisée, au Panthéon, à l'Arc des Changeurs, pour vous montrer des architectures modernes. Ce que vous avez sous les yeux, regardez, on jurerait le Panthéon, vous êtes bien d'accord? Alors pas du tout. Ce que vous avez sous les yeux, c'est l'un des plus grandioses, mais en même temps l'un des plus austères des palais de Rome, c'est le palais de Venise. Vous avez là l'entrée du palais de Venise, dû, vous le savez, sans doute à des épures et dessins de Alberti. Autrement dit, c'est à l'Auguste Alberti que l'on doit cette modulation sur le Panthéon qui sert de porche d'entrée au palais de Venise et lui donne alors, lui qui est pourtant assez étroit et presque gothique encore, cette forme de majesté olympienne et par là même, à proprement parler, renaissante. Le palais de Venise, construit vraiment au beau milieu du XVe siècle, et par là même l'une des premières œuvres architecturales renaissantes, ne se contente pas d'ailleurs d'emprunter à l'Antiquité sa voûte d'honneur, sa voûte d'accès. Toute la décoration des grands salons est à l'antique, puisque vous voyez au bout du plafond une décoration en trompe-l'œil, mettant en alternance des amours et des méthodes sur lesquelles sont représentés les travaux d'Hercule, aujourd'hui encore anonymes, mais qu'on estime avoir été exécutés sur des cartons de Ghirlandaio. En tout cas, certainement l'un des premiers trompe-l'œil architecturaux à l'antique de l'histoire de la peinture romaine. Vous avez vu Hercule et Anté tout à l'heure, voilà Hercule et le lion de Mémée, faisant partie, inutile de vous le dire, de la même suite. Donc vous voyez, encore un plafond, si vous le voulez, médiévalisant dans ses structures, mais alors toute une sorte de frise complètement moderne, en ceci qu'elle reprend les décors en trompe-l'œil architecturaux tels qu'on apprenait à les découvrir au milieu de ce XVe siècle où nous nous trouvons maintenant. Voilà encore un troisième détail avec Hercule et le taureau.
J'ai amené 3 détails dans le sens d'une œuvre très très peu connue que cette fameuse frise du palais de Venise. D'ailleurs, si vous allez à Rome, ne manquez pas ce palais de Venise devant lequel on passe. On y passe pourquoi? Parce qu'on y a pendu Mussolini, comme chacun sait. Alors on a l'impression qu'il n'y a que des souvenirs mussoliniens à l'intérieur. Je vous signale qu'il y a la plus belle peinture de Benozzo Gozzoli qui soit au monde, au cimetière du palais de Venise, et en plus que la collection de peintures et d'art mineur de la Renaissance que possède le musée se situe dans un cadre dont la beauté est absolument inégalée et inégalable. Donc vraiment, aller au palais de Venise, ce sera pour beaucoup d'entre vous, j'en suis sûr, l'occasion d'une véritable découverte. Mais c'est encore une œuvre, si j'ose dire, du début. C'est encore une œuvre qui améliore des structures médiévales préexistantes grâce au génie de Alberti. Tandis que le deuxième exemple architectural que je vous montre maintenant, toujours à Rome, le Palazzo Mattei, et alors là, le plus bel exemple, ou presque, que je puisse vous montrer d'une architecture parfaitement renaissante. Je veux dire par là, c'est pas un placage d'éléments renaissants sur une structure architecturale préexistante, c'est vraiment une création renaissante. L'œuvre est due à Materno, en tout cas, c'est lui qui a disons, pour le compte de la riche et puissante famille Mattei, construit le palais que nous allons non pas visiter, mais aborder maintenant. Là aussi, si vous allez à Rome, ne vous contentez pas de vous égarer pour voir la fontaine des tortues, qui est une chose absolument sublime, comme chacun sait. Entrez dans le porche qui est juste en enfilade de la fontaine des tortues, et vous découvrirez ce que vous avez là. Ça doit être propriété privée, on vous accueillera à bras ouverts si vous dites que vous êtes venu admirer la cour et les jardins, parce que c'est une œuvre si peu touristique, et surtout si aimée de ceux qui l'habitent, que vous serez sur la tête admirablement reçu. Alors, c'est absolument prodigieux parce que c'est le cas typique d'une architecture moderne dans laquelle partout, non vraiment partout jusqu'à la folie, on a inclus des éléments antiques comme pour justifier cette architecture moderne. Il y en a partout, vous l'avez calculé vous-même. Regardez le nombre de statues antiques, le nombre de bustes antiques. Pour finir, le Palazzo Mattei n'est plus une architecture, c'est presque une sculpture habitable. Regardez par exemple ici. Voilà, la galerie, le premier étage, dans une admirable ordonnance renaissance. D'ailleurs, regardez les verticales de la loggia, regardez le fronton brisé de la porte qui se trouve derrière, le tout unifié par cet arc en plein cintre, c'est à la fois d'une majesté et surtout d'une légèreté absolument étourdissante, mais tout cela est mis sous l'égide de cette série de bustes, pour la plupart antiques, pour quelques-uns contemporains, toujours ce jeu entre l'antique et le contemporain. Regardez, antique, contemporain, qui marque le palais. Et des bustes comme ça, vous en verrez partout. On vous fera grimper au premier étage, vous aurez l'occasion de mieux voir la loggia et vous y découvrirez Marc Aurèle, Lucius Verus, Héliogabalus, César, Marc-Antoine, tous, ou à peu près tous, sont là, dans des exemplaires qui, à l'époque encore, se trouvaient à la grosse dans les fouilles que l'on entreprenait à Rome, et surtout dans les fouilles qu'en particulier les Mattei avaient le temps et l'argent, surtout, d'entretenir à Rome. Vous voyez, c'est absolument fou, n'est-ce pas? Se lever le matin et apparaître entre deux empereurs romains. C'était normal pour un Mattei. Voilà. Mais il n'y a pas que les bustes. Partout où on trouvait d'autres choses, comme par exemple des sarcophages, on n'hésitait pas à les scier pour prendre la partie sculptée et en faire l'architrave d'une porte, le dessus d'une fenêtre, l'élément important, n'importe quoi. Tout s'incluait ainsi dans les murs. Par exemple ici, grande fenêtre de la cour, surmontée d'un devant de sarcophage représentant de dignes romaines sacrifiant à la déesse Isis. En l'occurrence, c'est donc de l'Égypto-Romano-Renaissance que vous avez là. Chose assez étourdissante. Et cette inclusion jusqu'au mur du jardin, où vraiment tout ce qui restait des camions d'antiques qu'on a dû déverser dans l'escarcelle de l'architecte, a été inclus comme une sorte de mosaïque. Ça, c'est le mur du jardin. Il y en a partout, comme ça, des petits bouts. Ce qui restait, les coutures, si on peut dire. L'entrée au jardin est marquée par, vous voyez, des sculptures à l'antique. Sculptures à l'antique qui valent ce qu'elles valent, oui. C'est pas toujours la fonctionnelle, mais enfin, on fait avec ce qu'on a. Et
Et donc, entre ces deux personnages, voilà le jardin, avec une fontaine qui est faite, comme vous pouvez le voir, d'un morceau d'architrave de temple, sur lequel on a déposé un sarcophage formant bassin, sur lequel on a encastré une grille d'égout, un peu comme la Bocca della Vecchita, mais à tête de lion, qui crache toujours son eau, dans ce qui devenait à la Renaissance une fontaine, à proprement parler. Donc, vous voyez, vraiment, toute cette architecture des Mattei se justifie partout, mais jusqu'au moins dans l'interstice de la pierre, dans l'antique et par l'antique. Mais c'est pas qu'à l'extérieur, à l'intérieur aussi. Regardez la montée d'escalier. Vous avez la montée d'escalier au premier étage, vous le devinez à droite, et bien de nouveau, pour animer le mur, on scie un nouveau sarcophage, mais celui-là bien meilleur que le précédent, on scie un nouveau sarcophage que l'on inclut dans le décor. Lorsqu'on arrive à la volée même de l'escalier, voilà, on crée une grande rosace, alors celle-là moderne bien entendu, mais à l'imitation de l'antique, et au fond on lui donne comme une sorte de projection sur le mur par une autre rosace qui abrite, elle, un empereur romain véritablement antique. Et lorsqu'enfin on arrive de plein pied à l'entrée des appartements, eh bien on y découvre, regardez cela, une nouvelle fontaine avec une fort belle statue, ma foi, c'est le fameux Antinoüs Mattei, car les Mattei étaient propriétaires de l'une des plus belles et de l'une des plus célébrées des statues d'Antinoüs que l'on connaisse dans la Renaissance. Donc vraiment, avec ce Palazzo Mattei, l'un des plus étonnants, parce que c'est l'un des plus poussés de tous les exemples que l'on puisse voir, dans, comment dire ça, d'anticophilie dans l'architecture du XVe et du XVIe siècle. On va aller, si vous permettez, avec un troisième palais encore plus loin. Ce troisième palais, c'est la Villa Giulia, que tout le monde connaît comme le musée par excellence de l'art étrusque. Nous sommes toujours à Rome, je vous le rappelle. Je vous montrerai naturellement aucune œuvre étrusque, je vous montrerai l'architecture de cette villa construite pour un pape. Alors les deux architectes en l'occurrence sont Ammanati et Vignol, qui ont créé certainement une œuvre plus intelligente encore que le Palazzo Mattei. Voilà la très belle et très sévère entrée de la Villa Giulia. Voilà, se développe d'ailleurs dans un magnifique portail en hémicycle. Vous vous souvenez, j'espère, du document de tout à l'heure sur l'hémicycle du Colisée. Vous en trouvez ici une fort belle adaptation, ma foi. Et tout le long de ce portique, voilà, à l'intérieur, ça aurait été amusant d'ailleurs que je vous remonte la photo du Colisée, puis cet exemple de l'architecture d'Ammanati, vous auriez vu combien l'une est tributaire de l'autre. Toujours est-il, le long de cet hémicycle, on a disposé d'abord une kyrielle d'œuvres antiques, pas du tout parce que c'est aujourd'hui un musée d'art étrusque, mais parce que le pape lui-même avait une fort belle collection d'art antique, dont quelques œuvres étrusques. Et comme cela ne suffisait pas, semble-t-il, on a peint au mur des sortes de copies libres des peintures de l'Antiquité romaine. Ce qu'on appellera un peu plus tard, mais vous savez que nous avons presque tout un cours, en tout cas tout un mardi là-dessus, les fameux grotesques de la Renaissance et du maniérisme. Mais voilà un premier exemple de cette espèce de néo-pompéianisme qui a énormément marqué le goût du XVe et surtout le goût du XVIe siècle. Au plafond, on a peint une treille de vigne, là aussi à l'imitation des grands décors pompéiens, ou en tout cas romains, n'est-ce pas, des grands décors à l'antique. Et cette treille de vigne est entièrement animée par des jeux étourdissants de boutiques qui vous dégringolent dessus, avec là aussi un sens perspectival étonnant. Il y a même, comme vous pouvez voir, le petit outil qui fait pipi au nom de la perspective. Il est ici. Mais peut-être que vous n'avez pas d'assez bons yeux, ou peut-être que ma diapositive est floue, mais je vous promets qu'il est ici. Un peu plus loin, nous sommes toujours Villa Giulia, un tout petit peu plus loin s'ouvre le jardin qu'a dessiné, non plus Ammanati, mais Vignol, qui travaillaient ensemble. Et regardez l'entrée au jardin, voilà l'exemple type d'un mur à l'antique. Cela s'appelait à l'époque un nymphée, et même le mot de nymphée est un mot antiquisant, c'est le lieu des nymphes, c'est-à-dire ce séjour de délices qu'est le jardin de fraîcheur dans lequel espérait-on vivaient les nymphes. Alors ça avait l'air très simple vu de loin, mais regardez que vu de près, les structures en sont étonnamment capricieuses à proprement parler. Un grand escalier descendant, en effet, porté de figures de fleuves plus antiques qu'il est permis d'être antiques,
presque des copies de celles qu'on venait de découvrir à l'époque dans la village américain de Tivoli, un grand escalier donc descend dans une sorte de cirque intérieur, et ce cirque intérieur abrite le nymphée à proprement parler, c'est-à-dire une sorte de grotte sombre et rocailleuse dans laquelle jouait une petite cascade. L'eau est en effet absolument primordiale pour le nymphée. Et vous remarquerez qu'une cétute atlante femelle soutiennent la balustrade de premier étage, mais surtout paraissent être comme les prêtresses, semble-t-il, d'un culte fantastique à l'eau et à la grotte réunis. C'est l'exemple presque le plus parfait que la Renaissance baroque nous ait légué d'une de ces interprétations des mystères antiques dans un but, si vous le voulez, entrer dans une fonction décorative. Ça n'est même pas tout, puisque à l'arrière de ce nymphée, il y a un jardin surélevé avec une magnifique loggia, regardez ça qui est l'évêque, le nymphée du loggia juste devant, une magnifique loggia surélevée qui donne donc sur ce que le pape appelait son jardin secret. Et le jardin secret, le voilà, une sorte de cloître, à un côté monacal. Mais au lieu d'y trouver la sainte que l'on aimerait dans la maison d'un pontife, vous y trouvez Hygie, c'est-à-dire une déesse fichtrement païenne, somme toute. Villa Giulia donc, les dieux de l'Étrurie règnent après avoir détrôné les dieux de l'Olympe qu'un pape y avait acclimaté. Après Villa Giulia, encore, si vous permettez, un dernier palais résidence, nous le verrons un peu plus vite, mais j'en ai besoin pour la suite. Le Palazzo Spada a été construit par un architecte étourdissant mais peu connu, c'est Guido Merisi, puis entièrement repris par rien moins que Borromini lui-même. Donc Merisi et Borromini ont fini par donner naissance à l'ensemble le plus délibérément maniériste de toute l'histoire de la Renaissance. Un palais qui est d'ailleurs à lui seul une sorte de charge esthétique, regardez ça. Il y a des Atlantes partout, il y a des génies partout, il y a des Putti partout, mais sans que jamais ça ne soit une surcharge. Il y a quand même un rythme tellement rigoureux dans l'agencement des personnages, penchés à droite, penchés à gauche, que vraiment se recrée une forme d'harmonie, je ne veux pas dire austère, non quand même pas, mais une forme d'harmonie absolument étourdissante. La curiosité, et voilà pourquoi je vous montre le Palazzo Spada en quelques documents, la curiosité, c'est un immense portique qui se trouve dans le flanc gauche de cette cour, immense portique à l'antique, amenant à une grande cour au fond de laquelle se dresse une statue antique. Ce grand portique ouvrant sur ce dégagement urbain a été l'une des curiosités les plus célébrées de la Renaissance. On venait se mettre là pour voir au fond la monumentalité de cet espace ouvrant sur cette fort belle statue au fond. Et on célébrait du coup le génie de l'architecte qui l'avait créé. C'était un jeune architecte encore, mais c'était quand même Borromini. Pourquoi est-ce qu'on admirait tellement cette noble et profonde perspective? C'est parce que, vous avez juste deviné à la façon dont j'insiste, elle n'est pas immense du tout. C'est une curiosité architecturale, c'est un jeu architectural. La perspective du Palazzo Spada, au total, à 9 mètres. Il y a 9 mètres de là à la statue. Et la statue n'est pas une grande statue, elle est à peine haute d'1,10 m. Alors si je vous montre cela, c'est pour vous montrer, c'est pour vous donner une preuve, disons mieux, c'est pour vous donner une preuve qu'en fait, on ne reprend pas les éléments de l'Antiquité simplement pour les copier, mais pour jouer avec. Et vous avez là peut-être le plus prestigieux et le plus fameux de ces jeux avec l'Antiquité, c'est celui de Borromini qui trompe les espaces pour donner l'illusion anamorphique, pourrait-on dire, de cet espace prolongé. Alors j'ai appelé juste quelques documents, vous voyez comme on est déjà au milieu de la perspective, on commence à y voir clair et on voit bien qu'on est blousé, trompé. Borromini est habile au point de nous avoir très facilement, et il nous a, exactement comme Palladio nous aura un tout petit peu plus tard au théâtre olympique, il crée l'extraordinaire raccourci. C'est-à-dire que cette grande colonnade, en fait, est infiniment serrée, le sol monte, le plafond descend, créant cette perspective fuyante qui exalte, bien entendu, l'espace. Voilà, vous voyez ici d'un peu plus près cette étonnante architrave qui se rétrécit de façon à créer l'anamorphose à proprement parler.
Puis quand on est au pied de la statue, je veux dire, c'est vraiment la déception des déceptions, c'est un petit nain de jardin, et non pas du tout le gladiateur triomphant que l'on espérait voir. J'ai donc essayé de vous montrer maintenant par le biais d'abord de la sculpture, qui a été le premier art antique célébré, puis de l'architecture, parce que ça a été le deuxième art antique célébré, au fond, l'incidence de cette redécouverte sur la peinture, sur les arts modernes. Maintenant, si vous voulez bien, nous allons approcher la peinture. Nous allons approcher la peinture dans le temps qui nous reste. Donc, c'est pour vous rassurer qu'on en reparlera beaucoup, car il est évident qu'il n'y a pas que Mantegna, que vous allez revoir dans une seconde, je le jure, il n'y a pas que Mantegna qui a été marqué par l'esthétique antique, mais bien sûr beaucoup d'autres. Et dans l'ordre de nos mardis, il y aura au moins Botticelli, Sodoma, Raphaël, Vinci, Michel-Ange et toute la série de leurs élèves. Au fond, on ne quittera plus l'Antiquité en modulation. Simplement, j'estimais qu'aujourd'hui, il était très important d'introduire le phénomène. Alors, nous avons vu ce qu'ont fait les sculpteurs, les architectes. Voyons maintenant ce qu'ont fait les peintres. Et encore une fois, voyons-le en revenant à notre Andrea Mantegna. Et jusqu'à la fin maintenant, nous allons voir des Andrea Mantegna. Je ne dis pas plus beaux que ceux que vous avez vus, mais dans lesquels toute cette séduction de l'Antiquité qu'on vient d'essayer entendre de cerner un petit peu vont devenir pour vous, j'espère, extrêmement manifestes. Vous avez vu Saint-Sébastien, vous avez quand même le droit de voir l'autre. Voilà le Saint-Sébastien de Vienne. Mais je vous signale qu'alors que le Saint-Sébastien d'Aix mesure 2,13 m de hauteur, celui de Vienne ne mesure que 67 cm. Donc une œuvre beaucoup plus confidentielle. Mais une œuvre, alors là, extrêmement marquante, elle aussi, ça c'est un petit tableau, ce qui vous explique peut-être est la facture et la technique. Toujours est-il. Le Saint-Sébastien de Vienne reprend bien entendu celui de Aix-Pers, en exaltant encore d'ailleurs l'élément antiquisant de cet ensemble. Regardez, même portique, même colonnade, et souvenez-vous, il y a quelques instants, je vous ai montré à propos d'architecture antique, ces parties d'arc de triomphe ornées de motifs floraux. Regardez, vous les retrouvez exactement ici. Voilà. Mais surtout, si je vous montre ce Saint-Sébastien, c'est pour la partie de gauche. Vous vous souvenez que dans celui d'Aix-Pers, nous avions un pied romain, tandis qu'ici, nous avons le musée mantégnien à proprement parler. Regardez de près, vous avez tête, bas-relief, torse, statue, jusqu'en bas, ici, il y a une tête encore, n'est-ce pas? Vous montrant comme une sorte de nature morte, d'antiquité. Puis comme vous ne pouviez peut-être pas très bien voir, voilà, vous voyez mieux, hein? Une tête posée sur un bas-relief, sur lequel il y a un amour vendangeur, etc., etc. Et même, vous l'avez peut-être remarqué, la signature de l'artiste est en fait une interprétation d'une inscription antique, n'est-ce pas? To ergon Andreu, c'est-à-dire ceci est l'œuvre de Andrea. Andrea étant bien entendu Mantegna, c'est une évidence. Alors, disons, ce nouveau Saint-Sébastien, c'était juste pour vous remettre dans le bain antique. Les grandes œuvres d'Andrea Mantegna, en effet, sont infiniment marquées par l'art antique. Cette architecture antique qu'il a étudiée à fond, cette sculpture antique dont les modulations lui sont extrêmement familières, et au fond, petit à petit, même dans des sujets qui n'ont rien d'antiquisant, bien entendu, l'antique est omniprésent. Je vous parlais, souvenez-vous, au début, en première partie sur Andrea Mantegna, je vous parlais du politique de Saint-Zénon. Et je vous en montrais la prédelle aujourd'hui dispersée dans, vous le savez, plusieurs musées, dont Tours et le Louvre, entre autres. Le politique de Saint-Zénon, le voilà. Il s'agit en fait d'un panneau central représentant une vierge à l'enfant, prolongé par deux panneaux latéraux à gauche et à droite, représentant dans une perspective extrêmement théâtrale, parce qu'elle est extrêmement exaltée, comme vous pouvez le voir, une série de 4 seins à gauche, 4 seins à droite. Autrement dit, l'impression d'une sorte d'hémicycle de personnages, presque en anamorphose, en fait, tellement l'échelle des personnages est grandissante. Situés, eux, dans une architecture qui est aussi une anamorphose, tellement, en fait, les portants en sont, sinon exagérés, du moins appuyés. Or, regardez justement ces portants, regardez bien cette architecture, regardez ces colonnes, regardez ces architraves, et vous y découvrez immédiatement, je pense, l'antiquité omniprésente. Vous avez vu le volet de gauche, voilà le volet de droite, avec 4 nouveaux seins, mais toujours et de nouveau ces grandes colonnes,
ces grands médaillons à l'antique, ces grandes solives, elles aussi prêtées comme elles l'étaient en période hellénistique. L'Antiquité est partout présente dans cette composition, même dans le panneau central, car ceci est le panneau central avec la Vierge à l'enfant. Et regardez qu'avec une audace quand même très étonnante, Andrea Mantegna, pour être plus sûr de sanctifier la Vierge, lui met une auréole qui satisfait les catholiques et une roue romaine qui satisfait les artistes, si on peut dire. Car vous voyez, en effet, il y a une sorte de double auréole à la Vierge. Il y a l'auréole officielle, si j'ose dire, ici, et puis on montre cette sorte de deuxième mandorle derrière, en pierre, elle, et qui est très nettement inspirée de l'Antiquité. De même que le trône, qui est à la fois romain et ionique, enfin bref, l'antique est présent partout. Regardez, là je vous ai juste piqué 2-3 détails dans l'architecture du volet de gauche. Je parlais des médaillons à l'antique, alors Dieu sait si c'est évident, maintenant que vous les voyez mieux. Je parlais de frises à l'antique, Dieu sait si c'est évident aussi lorsque vous les cernez. Même le soubassement est traité exactement comme l'un de ces devants de sarcophage du Palazzo Mattei, c'est-à-dire une œuvre du 1er début du 2e siècle de notre ère à peu près. Autrement dit, dans ce polyptyque de Saint-Zénon, Andrea Mantegna joue avec l'Antiquité en créant donc, en l'utilisant pour exalter l'audace de cette fameuse composition en hémicycle. Autre œuvre, j'ai piqué dans, maintenant c'est des œuvres à l'antique, ou en tout cas marquées d'une certaine façon par l'antique, piquées dans son œuvre. Autre exemple, toujours la prédelle de Saint-Zénon. Donc, dans le politique, voilà un autre panneau de la prédelle, c'est la crucifixion, qui se trouve au musée du Louvre. Vous avez vu tout à l'heure, je précise peut-être la résurrection qui se trouve au musée du Tours, voilà la crucifixion qui se trouve au musée du Louvre. Et nous avons ce détail-là représentant la fameuse partie de paix des soldats romains. Mais regardez surtout le centurion de face, et vous voyez, je pense, toute l'étude, toute la connaissance, tout l'approfondissement qu'a Mantegna pour la gestuelle antique. Ça n'est plus simplement, disons, l'interprétation de motifs décoratifs comme dans le politique de tout à l'heure, c'est véritablement maintenant la traduction d'un élément antique dans disons, le contemporain d'une figure d'utilité au beau milieu d'une composition. Même chose, si vous le voulez, dans ce troisième morceau de Mantegna que vous avez sous les yeux. Il fait partie de ce qu'on appelle abusivement le triptyque des offices à Florence. En effet, c'était pas un triptyque, c'est un polyptyque beaucoup plus important, mais lui aussi démantelé, distribué un peu partout. Ça, c'est un panneau représentant la circoncision. Eh bien, regardez le drapé aussi bien du prélat que de la Vierge surtout, et je pense que comme tout à l'heure, comme dans le centurion romain, vous sentez cette adéquation admirable du pinceau de Mantegna avec la rythmique du ciseau des sculpteurs de période gréco-romaine. Ici, ça me paraît tout particulièrement évident. Et je ne sais pas pourquoi, ça peut vous paraître absurde, mais la Vierge, dans son drapé, me rappelle infiniment la fameuse Hera de Samos du musée du Louvre, où on retrouve en effet ce manteau très souple, soutenu par cette tunique extrêmement rigoureuse dans la façon dont elle est plissée. En tout cas, ça, c'est un détail, disons, d'actualisation de l'antique qui me paraît extrêmement important. Encore un élément, si vous permettez, de cette intégration de l'antique, comme nous venons de le voir dans plusieurs œuvres, dans une œuvre de la fin. Cette œuvre de la fin, en effet, dans la grande maturité de Mantegna, c'est la fameuse Madone de la Victoire. On l'appelle telle parce qu'elle a été offerte par les Gonzague après une pseudo-victoire militaire qu'ils auraient remportée. En fait, c'était un semi-échec. C'était un peu comme la bataille de Kadesh pour Ramsès II. Quand on n'est pas tout à fait sûr d'avoir gagné ou perdu, autant crier qu'on a gagné, et surtout le dire au bon Dieu, ça peut infléchir l'histoire. Ça a d'ailleurs parfaitement marché. L'œuvre a eu un tel succès que tout le monde a cru que les Gonzague avaient été victorieux. C'était d'ailleurs le seul but de leur commande. Toujours est-il, voilà donc c'est un texte pour surprendre la Vierge à l'enfant, entourée par des saints et assistée par le donateur. Vous allez me dire, mais vraiment rien de plus bête. Oui, rien de plus bête, on fait ça depuis l'époque romane, en tout cas depuis l'époque gothique. Mais regardez l'originalité de la composition. Point 1.
l'exaltation de la Vierge sur ce trône antique, quand Dieu sait si le repose-pied notamment, le marbre du soutènement notamment, mais le dossier également sont une imitation de l'art du bas antique. Point 1. Regardez donc la Vierge exaucée comme exaltée par ce reliquaire à l'antique. C'est déjà un élément d'une originalité étonnante. Mais aussi, regardez les saints, la façon dont, un petit peu comme dans le politique de Saint-Zénon, mais façon encore plus audacieuse, ils paraissent ouvrir leurs ailes, ils prolongent l'espace, ils élancent l'espace avec un dynamisme étonnant. Déjà ça, c'est extraordinaire. Mais regardez surtout que ces saints sont comme les supports de ce gigantesque kiosque de verdure qui n'est fait, comme vous pouvez le voir, que de branchages de fruits et de fleurs sur un ciel étonnamment moutonnant que vous avez là. La composition en elle-même, vous avez cette sorte d'architecture fragile, cette architecture éphémère, apparue à l'époque et paraît aujourd'hui encore d'un modernisme tout à fait étonnant. D'autant plus d'ailleurs que, comme vous le remarquez sans doute, cette architecture de l'éphémère culmine avec un dais central occupé ici par une gigantesque branche de corail dont je vous rappelle, mais c'est quand même assez drôle, qu'il est, le corail, le symbole et l'emblème de la vérité. Or, quand on pense aux conditions dans lesquelles le portrait est fait, ça fait sourire sur la gentillesse de la Vierge. Et enfin, en bas, vous avez donc le Gonzague de service, ici, dans un très très beau raccourci d'ailleurs. Ça, c'est un détail. Je vais vous le montrer pour mieux que vous voyez l'antique, enfin, dans le champ de l'antique, du piédestal de cette Vierge-là, mais que vous voyez surtout combien Mantegna ne copie, lui non plus, mais moins que les autres encore, jamais l'antique. Il crée cette sorte d'hymne au modernisme dont l'antique n'est qu'un prétexte. Alors, c'est justement ce qui nous amène à conclure, ça c'est pour vous faire croire que c'est bientôt fini, c'est ce qui nous amène à conclure, jamais Andrea Mantegna, en fait, ne copie l'antique, je l'ai dit, pas plus que les autres, c'est une évidence. Mais il y a chez lui tout de même parfois des œuvres qui sont comme des œuvres néo-antiques. Je m'explique. Je m'explique peut-être à propos de cette œuvre, ça va simplifier les choses. Il fut un jour où la famille de Gonzague, célébrant une grande fête à l'antique, a demandé à Mantegna le décor de cette fête, c'est-à-dire une sorte de gigantesque série de panneaux représentant le triomphe de César. Et avec enthousiasme, Mantegna s'est prêté à la commande. C'est-à-dire qu'il a peint quelque chose qui aurait parfaitement pu être fait par un artiste de l'Antiquité, mais qui est en fait fait naturellement par un artiste contemporain à la gloire iconographique de l'Antiquité. Et il a développé ainsi en 9 panneaux une sorte de colonne trajane à l'horizontale, montrant les faces et les pompes des Césars. Malheureusement, cette œuvre était fragile car elle était faite sous l'éphémère. Elle était négligée, oubliée, trouée, mitée, percée, ruinée, restaurée et mal restaurée, pire que tout, vendue à la reine d'Angleterre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'œuvre est enfermée littéralement à Hampton Court, et vous savez que tout cet ensemble et tout ce cycle de Mantegna ne se visite pas plus que le reste de Hampton Court, ce qui est certainement encore plus triste que de savoir qu'il y a des coutures, des rapistelures et tout ce qu'on veut à travers ces Mantegna. Mais essayez de goûter, alors là, dans une œuvre où l'Antiquité n'est plus un prétexte, c'est vraiment le point central, essayez de goûter ce ton épique dans lequel et par lequel Mantegna renoue avec la pompe de tous les grands sculpteurs célébrant les Césars, notamment le sculpteur de la chapelle, de la colonne Trajane que j'invoquais il y a un instant. Ça, si vous voulez, c'est une antiquité iconographique que vous faites voir. Mais il y a aussi, chez Mantegna, une antiquité idéologique. Il ne prétend pas que l'art antique n'est qu'une esthétique. C'est aussi pour lui une idéologie. Il ne s'agit donc pas de se remettre dans les pattes des Césars seulement, sur un prétexte au fond ridiculement historiciste. Il s'agit d'aller chercher à l'époque des Césars de quoi tremper le goût et la force morale de son siècle, de quoi retremper le goût et la force morale de ses commanditaires. Voilà pourquoi il peint à l'antique une allégorie comme celle que vous avez là, où vraiment l'Antiquité est plus idéologique qu'iconographique. Le triomphe de César, c'est vraiment de l'iconographie pure. Ici, la vérité chassant les vices, c'est véritablement de l'idéologie néoclassique.
Le tableau que vous avez sous vos yeux maintenant, très déconcertant d'ailleurs, qui demanderait une beaucoup plus longue approche que celle que je vous en fais, ce tableau-là, c'est l'un des 3 tableaux peints pour Isabelle d'Este, ou plus exactement pour le studiolo d'Isabelle d'Este. C'était le pendant nocturne du Parnasse diurne. Les 2 tableaux se faisaient pendant, avec au centre un comus, avec au centre un comus, point. Alors, tout ce que je vous ai montré maintenant, les ressources de l'Antiquité, le style à l'antique, toujours chez Mantegna, cette main qui devient presque une main à l'antique, cette utilisation des éléments antiques pour, par exemple, exalter un espace ou magnifier une perspective, cette tentative de reconstituer l'iconographie de l'Antiquité, mais aussi cette façon de se retremper dans l'idéologie de l'Antiquité, tout cela se trouve résumé dans le dernier Andrea Mantegna que je vous montre. Ça n'est plus une grande peinture, c'est tout simplement un dessin. Ça n'est plus un sujet antique, c'est un sujet biblique. C'est naturellement Judith et sa servante mettant la tête de l'Holoferne dans un sac. Mais dans cette œuvre-là, je vois vraiment comme le résumé de tout ce que j'ai essayé de vous montrer. L'utilisation ici du crayon et du papier comme s'il s'agissait du marbre, c'est donc cette fameuse technique presque de sculpteur que nous avons vu être faite dans Andrea Mantegna. Ce sens de l'aplat qui rappelle presque le bas-relief illusionniste, c'est le goût du trompe-l'œil qu'a Andrea Mantegna. Les costumes des personnages, les attitudes des personnages, rappelant et peu beaucoup les sources de l'art classique, c'est l'amour et le respect qu'avait Andrea Mantegna pour les grands ensembles du passé. Mais plus que tout cela encore, cette œuvre me paraît étonnante par son sujet. Car ne trouvez-vous pas, presque en conclusion, que cette tête de l'Holoferne qu'on enfourne dans un sac pour la faire disparaître, c'est un tout petit peu comme le Moyen-Âge qui, une bonne fois pour toutes, est relégué, ouvrant une ère nouvelle. Judith, c'est la Renaissance. Holoferne, c'est l'obscurité des siècles précédents. Voilà certainement ce que, consciemment ou inconsciemment, Mantegna voulait exprimer par là. Mantegna a au moins ce mérite fondamental et premier d'avoir donné à la Renaissance ce visage privilégié qui va être le sien. Et en fait, ce visage sera le visage de l'idéal. L'idéal, grâce à Andrea Mantegna, peut naître. C'est pourquoi je voulais conclure en ouvrant sur le futur, c'est-à-dire en ouvrant juste après Andrea Mantegna. Je voulais simplement vous montrer 2 visages idéaux qui sont vraiment des visages d'une Renaissance glorieuse et épanouie. Ces 2 visages sont empruntés à l'étrange œuvre de Piero di Cosimo. Un Saint Jean-Baptiste extrêmement déroutant, extrêmement ambigu, mais dont l'épuration des traits rappelle ô combien la classique. Cette œuvre-là, vous le savez sans doute, se trouve au Metropolitan Museum de New York. Et pour lui faire pendant et pour la compléter, l'un des plus absolus profils de toute la Renaissance, la fameuse Simonetta Vespucci que vous avez sous les yeux, qui est certainement l'idole et la sainte païenne la plus parfaitement idéale que le XVe siècle nous ait léguée. Cette œuvre-là, je la verrai comme le contrepoint de l'admirable Tornabuoni de la collection Thyssen, avec lequel, si vous vous souvenez bien, nous avons ouvert ce cours. La jeune Tornabuoni était l'idéal, appelons-le chaste et chrétien. Ici, la Vespucci, en Cléopâtre, c'est en quelque sorte l'idéal païen mais olympien que la Renaissance, un petit peu grâce à Andrea Mantegna, a su faire primer sur notre Occident. Depuis là, j'espère, vous comprendrez mieux l'œuvre d'un Botticelli, d'un Sodoma, d'un Raphaël, d'un Vinci, d'un Michel-Ange, mais ça, rassurez-vous, c'est pas pour ce soir, ce sera pour les mardis suivants. Merci.